Ça veut dire quelque chose de très contrasté, dont témoigne le déroulé de l'année 2021. C'est-à-dire que les chancelleries diplomatiques, y compris les chancelleries dans le monde arabe, ne veulent plus ouvrir ce dossier. Et ils l'ont mis sous la table, en quelque sorte. Mais sur cette base, on a trop vite considéré que l'affaire palestinienne était enterrée et qu'on allait passer à autre chose. Ce qui s'est passé au printemps dernier montre que des mouvements sociaux, alors pas des choix politiques, pas des stratégies politiques, des mouvements sociaux partant de l'intérieur même de la Palestine peuvent tout changer brutalement. Et ce mouvement palestinien très fort qu'on a connu au printemps dernier, non seulement a surpris tout le monde, y compris l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas, qui en a été directement victime d'ailleurs, mais elle a eu une répercussion très forte à l'intérieur même de l'État d'Israël, hors les territoires occupés. À Saint-Jean d'Acre, à Jaffa, à Haïfa, on a assisté à des mouvements, et ça c'est quelque chose de nouveau, parce que ça prouve que l'expression de la colère et du désespoir du peuple palestinien peut déjouer toutes les stratégies gouvernementales et politiques. Vous savez, l'histoire a montré qu'il n'y a pas de dossier insoluble. Les solutions, c'est toujours possible. Bon. Si maintenant on regarde la chronologie des événements depuis 1948, indépendance d'Israël, jamais les circonstances ont été aussi défavorables. On ne s'est jamais senti aussi loin de la solution de cette question. Donc ça, c'est quelque chose qui est à méditer et qui, chez les faiseurs de paix, impliquerait qu'il y ait un effort d'imagination pour tenter de trouver autre chose. Oui, bien sûr, parce que l'arabe c'est une langue, l'arabe c'est une culture, l'arabe c'est un positionnement dans le monde. On a tendance un peu à moquer l'unité arabe parce que la Ligue arabe ne fonctionne pas bien, parce que il y a des tensions très fortes entre les différents régimes, mais dans les rues de Casablanca, d'Alger, de Tunis, du Caire, et même au-delà, les choses sont en ce moment bien compliquées, je pense à Damas, à Bagdad, à Beyrouth. On sait ce que ça veut dire que l'homme arabe. Alors, on n'en est plus à l'époque nassérienne où le panarabisme était un rêve actif, disons. Mais il reste un imaginaire arabe. Et d'ailleurs, la preuve de l'existence de cet imaginaire arabe, c'est que lorsqu'a été déclenché le printemps arabe, à l'occasion du suicide par le feu de Mohamed Bouazizi, en décembre 2010, les répercussions ont été très fortes presque dans tous les pays du monde arabe, et elles ont été quasiment nulles dans les pays voisins du monde arabe, même si c'était des pays musulmans, c'est-à-dire l'Afrique musulmane, hors Maghreb, l'Iran, la Turquie, le Pakistan, n'ont pas été du tout touchés par ce printemps. Ça prouve qu'il y a quand même une conscience arabe et un sens de l'unité arabe. Ah ben c'est la souffrance sociale. Regardez où les guerres ont lieu aujourd'hui, ce n'est plus entre les puissants, c'est chez les pauvres et chez les faibles, chez ceux qui sont les plus mal classés en termes de développement humain. Donc effectivement, il faut à tout prix regarder en face cette souffrance sociale et voir qu'elle est source de conflits, source de guerre, et manœuvrée, manipulée par les entrepreneurs de violence dans cette direction. Si je n'avais pas peur d'être simpliste et abrupte, je dirais que le fonds de commerce des princes qui nous gouvernent, des responsables gouvernementaux, des chefs d'État et de gouvernement, c'est de jouer des stratégies politiques. Et ce qui est préoccupant pour la paix du monde, c'est cette vision ultra-politique et ultra-stratégique
des rapports internationaux, penser uniquement en termes de puissance et très peu en termes d'humanité. Regardez l'Afghanistan, c'est considéré comme un objet géopolitique dans une grande stratégie mondiale des puissances, et alors que la société afghane et le peuple afghan, personne véritablement ne les prend en compte à titre propre.